Salut à tous, nouvel épisode de la série de vidéos pour créer un platformer complet sur GameMaker. Aujourd'hui, on va importer les sprites, c'est-à-dire les images pour notre joueur, et on va faire bouger et animer un personnage joueur. On va l'animer quand il est immobile et quand il marche, simplement. Donc on va faire le déplacement horizontal et on va gérer les collisions de manière horizontale. Donc ça, c'est le thème de cet épisode. Mais avant toute chose, je vais ici, pour le confort des yeux de tout le monde, ici, enlever la vitesse. Donc vous sélectionnez ici la room dans le calque background et on enlève la vitesse de déplacement du background, d'accord? Comme ça, on va avoir une image fixe et ça va être un petit peu plus confortable si jamais il y en a certains d'entre vous à qui ça fait mal aux yeux. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer les sprites du joueur, d'accord? Dans les ressources, si vous avez téléchargé les ressources complètes, dans les ressources de Pixel Adventure 1, dans le dossier free, vous avez 4 main characters ici. Dans main characters, vous avez 4 caractères. Donc moi, pour ce tuto, je vais prendre le masque dude, d'accord? J'ai renommé ici les sprites, mais vous avez tous les sprites pour toutes les animations du player, d'accord? Vous avez des sprites qui font qu'une seule image, comme par exemple quand il saute, SPR Mask Jump, ou Fall, d'accord? Là, il n'y a qu'une image. Donc il n'y a pas d'animation. Ça chute, il n'aura qu'une seule image. Pour ce qui est des animations, là, ce sont ce qu'on appelle des strips, c'est-à-dire qu'on a une animation par fichier. Et si je prends par exemple quand il court, on a sur une ligne comme ça toutes les frames, de l'animation, d'accord? Donc c'est en découpant cette image en frames de taille identique et en les jouant une par une qu'on aura une animation, d'accord? On a un nombre ici de frames qui est de 12. Donc quand j'ai renommé ces fichiers, les fichiers où il y a une animation, je les ai terminés par underscore strip et le nombre de frames. Donc strip 11, strip 12, strip 7, strip 6, strip 5. Et j'ai pas mis strip sur les noms où il n'y a pas d'animation, d'accord? Je vous ai mis un fichier Google Drive où il y a simplement les fichiers dont nous allons nous servir dans ce tuto. Et sinon, vous pouvez, si jamais vous avez téléchargé toutes les ressources complètes, vous pouvez simplement donc renommer les calques, les fichiers comme je l'ai fait ici et les importer directement, d'accord? Et là, comme vous pouvez constater, dans GameMaker, si vous sélectionnez un des deux sprites, vous pouvez voir qu'ici, la taille a changé, maintenant ça fait un carré, et ici on a bien toutes les frames de notre image, d'accord? Donc on a, en important, en l'ayant bien nommé strip 11 ici, ça nous l'a découpé en 11 frames identiques, d'accord? On peut faire play ici pour tester notre animation. C'est sympa, mais c'est un petit peu rapide. Et sur la page itch.io de PixelFrog, celui qui nous fournit ici les assets de Pixel Adventure, il nous a précisé que c'était mieux si c'était réglé sur 20 images par seconde. Donc on le fait ici dans GameMaker, bien 20 images par seconde. Et là, on a une animation sympa, d'accord? La deuxième chose à faire, c'est de régler l'origine du sprite. L'origine par défaut est à 0,0, donc elle est dans le coin en haut à gauche, d'accord? L'origine est en pixels. L'origine, pour l'instant, on va le placer à la base de notre joueur, c'est-à-dire au milieu ici et tout en bas, donc à ses pieds, d'accord? C'est à partir d'ici que sera dessinée l'image et l'objet joueur sera ici. Je vous expliquerai tous les détails après. Donc l'origine va être en 16 et 32, d'accord? Vu que notre image fait ici comme taille 32 par 32, d'accord? Donc là, on a correctement paramétré notre sprite ici. Une dernière chose à faire, c'est le masque de collision, d'accord? C'est à partir de là que seront gérées les collisions avec les murs et avec les ennemis dans notre jeu. Donc on va le régler ici en manuel, parce que j'aimerais pas que dans ce coin-là, si jamais un ennemi me touche ici, je meurs, d'accord? Non, j'aimerais que ma B-Box soit simplement ici. D'accord? Allez, on va faire comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. On va renommer le sprite parce qu'on n'a pas besoin du strip 11 ici. Et pour ce sprite-là, c'est bon. On va aller sur le sprite Run maintenant. Je le renomme juste SPR Run. C'est parfait. Je le mets sur 20 images par seconde. Je règle l'origine en 16 et 32. Je lance l'animation pour tester. Voilà, c'est sympa, c'est vraiment du bon travail qu'il a fait la PixelFrog, c'est super sympa. Et là, je ne vais pas avoir besoin de régler le masque de collision, d'accord? Dans notre objet, je préciserai qu'on se calquera toujours sur le masque de collision du même sprite, d'accord? Parce que comme je vais avoir beaucoup de sprites à mettre, j'ai pas envie d'avoir à paramétrer à chaque fois tout ça pour que ce soit pile poil pareil. Vous allez voir tout ça dans le détail après.
Pour ranger tout ça, je vais créer un dossier. Je vais l'appeler Player. C'est toujours bien de faire ça en anglais, il faut prendre l'habitude. Comme ça, si un jour vous vous habituez à la conception de jeux vidéo et que vous prenez le travail de quelqu'un d'autre, ce sera dans 95% du temps écrit en anglais. Donc c'est bien de vous habituer à partir de maintenant. Et vous allez voir, le code, c'est assez sympa pour apprendre l'anglais justement. Si le code vous intéresse, ça vous poussera à apprendre l'anglais assez simplement. Alors, je glisse mes sprites ici. D'ailleurs, je vais recréer un groupe sprite. Voilà, on commence bien à organiser notre travail dès le début. Et je le mets, moi, souvent en rouge comme ça. Et ça me permet de m'y repérer assez simplement. Maintenant, tous ces sprites, on va les afficher en fonction des actions, en fonction des états de notre joueur. Et tout ça, ça va être lié dans un objet, d'accord? C'est un objet joueur qui va contrôler tout ça. Donc, je vais tout de suite créer un objet. Je vais l'appeler obj_player. Vous comprendrez après également pourquoi est-ce qu'on met tous ces noms-là à nos objets et à nos sprites. Et à cet objet, je vais lui définir dans un premier temps le sprite idle, d'accord? Le fait de lui définir ce sprite, c'est simplement pour nous, pendant le développement, et c'est dans un calque d'instance, il faut bien sélectionner le calque d'instance, les instances sont les objets, d'accord? Donc là, c'est simplement pour nous que je lui ai mis ce sprite, parce qu'en le mettant ici dans la room comme ça, je peux le voir, d'accord? Là, c'est simplement comme ça, mais c'est ensuite par le code qu'on va sélectionner les sprites en fonction des états de l'objet. Je retourne dans l'objet player, donc on a bien un sprite ici. Et en tant que masque de collision, je vais lui donner un sprite précis. Si je reste ici, même que le sprite, si jamais je change son sprite, c'est-à-dire quand il va courir, eh bien, il aura le masque de collision du sprite run, d'accord? Donc là, non, on veut lui dire que ce sera toujours le SPR mask idle qui prend le masque de collision, d'accord? Toujours. Ok. Bon, ben là, on a un objet et des sprites correctement paramétrés. Si jamais j'appuie sur play maintenant, on a l'objet et le sprite idle qui se joue correctement, parce que pour l'instant on n'a rien paramétré, donc tous les paramètres par défaut sont là, mais il ne se passe rien. C'est à nous maintenant de coder les actions de notre joueur, donc on va reconnaître les inputs du joueur, est-ce qu'il appuie sur les flèches ou pas, flèche gauche ou droite, et si jamais c'est fait, là il y aura des interactions, on va faire bouger le joueur dans un premier temps, et puis on animera le sprite run, et si jamais on arrête d'appuyer sur ces flèches, eh bien on animera le masque idle, et on arrêtera de faire bouger le personnage. Alors c'est parti, on va tout de suite écrire le code. D'abord, je vais vous l'apprendre de manière assez vulgaire, mais pour que ce soit plus compréhensible. Puis petit à petit, on va condenser notre code, on va ajouter de plus en plus de fonctionnalités, et je vais vous expliquer tout ça pas à pas. C'est parti, on va tout de suite dans l'objet joueur, et on va ajouter deux événements. Un événement de création, et un événement d'étape. Si jamais c'est votre première fois sur GameMaker, j'espère que vous avez vu l'épisode 0, mais sinon je vous rappelle que le code créé va être lu une seule fois à la création de l'objet joueur, et le code étape, lui, sera lu à chaque frame de notre jeu. Notre jeu est réglé à 60 images par seconde, donc ce code sera lu 60 fois par seconde, d'accord? Toujours dans l'ordre, de haut en bas, d'accord? Et les variables que l'on aura créées à la création du joueur seront comme stockées dans son disque dur, et seront modifiables et accessibles depuis étape ici, d'accord? Et ensuite, on créera un autre événement qui sera dessiné. Donc, quand on aura créé, ici, on a des variables. Dans étape, on modifie ces variables, c'est-à-dire, en gros, on fait bouger le joueur. Et dans dessiner, on dessine le sprite et les images en fonction. Là, je vous vulgarise, mais en gros, c'est ça. D'accord ? Alors, vulgairement, quelle serait la manière la plus grossière de faire bouger notre joueur ici? Faire bouger un joueur, c'est très simple. Faire bouger un objet, c'est très simple. Quand je crée un objet, il a soit les variables déjà que je vais lui créer moi-même, je peux lui créer des variables point de vie, vitesse de déplacement, etc. Mais il va avoir des variables déjà dans son disque dur qui sont créées de base par GameMaker, d'accord? Notamment deux variables qui sont les variables X et Y, et qui sont ses coordonnées, tout simplement. Là, je l'ai créé dans la pièce, et si je clique sur cet objet ici, il a deux valeurs ici. C'est une instance d'un objet player. Cette instance a une ID, c'est son identifiant, d'accord? Et il a une valeur, X et Y, de 448 et 256. Et bien, c'est là où je l'ai placé dans ma room, d'accord? C'est sa valeur en X, il est à 448 pixels sur la droite. Et en Y, le 0 étant en haut, il est à 256 pixels vers le bas, d'accord?
Donc ça, ce sont deux variables qui sont à l'intérieur de mon objet, déjà. Il a ça dans son disque dur. X est égal à 448, 256 est égal à Y est égal à 256, pardon. Et donc si jamais je dis que X est égal à X plus 2, eh bien je vais ajouter 2 pixels vers la droite, d'accord? Et si je fais ça à chaque frame, eh bien mon personnage va se déplacer de 2 pixels par frame vers la droite, d'accord? Si je dis X est égal à X moins 2, je vais aller le faire vers la gauche. Allez, je vous montre l'exemple. Déjà, il y a une fonction dans GameMaker qui nous permet de savoir si on appuie sur une touche. Parce que ça sera la condition pour le faire bouger, d'accord? Donc pour une condition, donc en gros c'est si tu appuies sur la flèche gauche, tu vas à gauche. Donc si, c'est if, ensuite la condition en général se met entre parenthèses. Donc si tu appuies sur la touche gauche, ça c'est une fonction qui nous permet de récupérer ça, cette fonction s'appelle keyboard check, tout simplement. Entre parenthèses, on met l'argument de la fonction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous demande. Donc là, si je baisse ma fenêtre ici, je vais peut-être faire F12 pour que vous voyez mieux. Donc j'ai une fonction ici, et en cliquant sur la fonction, GameMaker me montre ici en bas de la fenêtre qu'est-ce qu'il me faut entre parenthèses dans la fonction. Il peut y avoir plusieurs arguments, et là il n'y en a qu'une seule. C'est key, donc c'est la touche. Donc keyboard check, ça veut dire tu check sur le clavier, et lui il me demande oui, mais quelle clé je check? Ben là tu vas toucher, tu vas faire la flèche gauche. Et c'est avec cette variable VK left, ok? Donc là, cette fonction vérifie si la touche gauche est appuyée. Si jamais oui, alors tu exécuteras ce code-là. En général, on fait comme ça entre accolades, d'accord? C'est comme ça en général. Moi, j'utilise cette convention-là, d'accord? Donc ici, on va pouvoir écrire un code qui ne sera exécuté que si on appuie sur la touche gauche. Et de la même façon, si je fais comme ceci en mettant VK right, eh bien ici, j'aurai un code qui va s'exécuter simplement si j'appuie sur la touche droite, d'accord? Si on va à gauche, j'aimerais que x, la valeur en x qui est égale à, il me semble de mémoire, 448, eh bien ce sera égal à x moins 2. Tu iras de 2 pixels vers la gauche, à chaque étape, donc à chaque frame. Donc x sera égal à 446, la frame d'après il sera égal à 444, 442, etc., etc. Et là, si tu appuies sur la touche droite, par contre, c'est x qui sera égal à x plus 2, d'accord? Quand on termine ici une instruction, on finit en général par un point-virgule. Ce n'est plus obligé dans GameMaker depuis quelques temps dans certaines conditions, mais on va continuer à le mettre. Moi, j'utilise une convention qui est bien à moi. La plupart des gens l'utilisent comme ça, mais les conventions changent avec le temps. Moi, j'aime bien rester sur certains acquis. J'écris mon code de cette manière-là. Et vous verrez que c'est assez lisible dans certains cas. Donc là, si je lance le jeu, à chaque étape, donc à chaque frame, mon objet player va vérifier si j'appuie sur une de ces touches, et il modifiera sa valeur en X, donc sa position horizontale, à chaque frame. J'espère que ça c'est clair pour vous. Je lance le jeu, j'ai mon objet player, j'appuie flèche gauche, flèche droite, et c'est impeccable, d'accord? Des fois, votre PC ne va pas sélectionner la fenêtre, donc des fois si ça bouge pas, vous cliquez sur la fenêtre pour être bien sûr que votre PC l'a sélectionné en premier plan, et comme ça vous aurez essayé de bouger, d'accord? Donc là on a un personnage qui bouge, d'accord? Bon, c'est parfait. Par contre, c'est un code, c'est une manière un petit peu barbare d'écrire le code, comme ça, d'accord? Parce que ça va pas nous permettre de travailler autour, c'est pas du tout fonctionnel. Si jamais vous avez vu déjà les tutoriels que j'ai fait en déplacement et collision sur la chaîne, vous savez déjà tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire le code de manière un petit peu plus propre et on va se préparer à gérer les collisions, d'accord? Donc déjà, on va placer des objets collision sur la pièce. Je vais créer ici un groupe, je vais l'appeler collision, d'accord? Et dedans, on va créer deux choses. On va créer déjà un objet collision, obj collision, et je crée un sprite. Ce sprite va simplement nous aider à repérer la collision, nous, dans la room quand on va le créer, d'accord? SPR, collision, et je vais l'appeler collision red, d'accord? On va le voir en rouge dans notre pièce. Parce qu'on aura plusieurs types de collisions quand on fera les murs après. Donc ici, je sélectionne une couleur rouge, pardon, avec un alpha à la moitié. Et je remplis tout mon sprite, d'accord? Je vais dans l'objet collision ici, et je lui applique mon sprite. Et maintenant, dans la pièce,
je vais créer un calque d'instance spécial ici pour les collisions, parce que je pourrais le rendre invisible, et on ne verra pas ces objets rouges pendant qu'on jouera, d'accord? Je clique du droit, je renomme le calque, i_collision, et là je vais changer la grille, parce que si jamais je mets mon objet collision ici, mon objet est trop gros, et je vais pas pouvoir bien le resserrer comme je veux là. En revanche, si je règle ici la grille en 16 par 16, comme mon tileset, je vais pouvoir ici régler toutes les collisions au pixel près, d'accord? Hop, comme ceci. Et alors là, avec un CTRL-C, CTRL-V, voilà, vous pouvez refaire des objets comme ceci. Et là, on va faire de la collision tout le tour de notre pièce, d'accord? Pour que notre personnage soit bloqué dans le tableau comme ici. Voilà, donc là, j'ai posé tous les objets collision. Veillez bien à avoir bien fait tout le tour, qu'il n'y ait aucun espace manquant. Et je vais faire en sorte que mon objet joueur, dans tous ses déplacements, soit bloqué par ces objets collision, d'accord? Et comme ça, on sera bloqué ici dans l'aire de jeu, ok? Et veillez bien à ce que tous ces objets aient été mis ici dans le calque e-collision, d'accord? Comme ça, on peut le rendre ici invisible, mais ça empêchera pas d'interagir avec dans le code, d'accord? Alors, on va refaire tout le déplacement de notre joueur, cette fois-ci en prenant en compte les collisions, ok? Dans mon objet joueur, ici, je vais tout refaire. Alors, je peux supprimer tout ce qu'il y a dans étape déjà. Et ça va se passer à la création dans un premier temps. Alors, comme vous voyez ici, GameMaker par défaut nous écrit des commentaires. Quand vous commencez ici par 2/, vous pouvez écrire des commentaires. Ici, ça s'écrit en vert comme ceci. Ça ne sera pas interprété par GameMaker comme du code. Ce que vous écrivez comme ceci, soit vous commencez par @description. Et dans ce cas-là, ce que vous écrivez là, ça se verra ici, d'accord? Donc là, si j'écris par exemple les variables du joueur, bon, ben ça c'est pour moi, et je devrais le voir ici. Hop, voilà, les variables du joueur ici qui s'affichent. Donc ça c'est sympa pour nous, pour se repérer pendant le développement. Et quand vous écrivez ici des commentaires, eh ben, ça peut vous aider pour vous à vous retrouver dans votre code, d'accord? Donc ce qu'on va faire ici, hop, moi je vais mettre, on va mettre déplacement. D'accord? Ici ça va être les variables pour l'horizontale. On s'occupe que du déplacement horizontal aujourd'hui. On va créer 3 variables, d'accord? On va avoir une vitesse de déplacement maximum, d'accord? On va pouvoir se déplacer à une vitesse maximum qui sera de 3 ou 4 pixels, on va dire 4 pixels, d'accord? Donc on va avoir move speed qui sera égal à 4, d'accord? On va avoir une direction, on va l'appeler move direction. Par défaut, elle sera égale à 0, au début, à la création du joueur en tout cas. Et une variable moveX, c'est une variable qu'on va modifier, qui sera sans cesse modifiée en fonction de si on appuie sur des touches ou pas, et qui sera multipliée par move speed, pour savoir si on bouge à gauche ou à droite. Dans ce cas-là, moveX, ce sera égal à 4 si on va à droite, et à -4 si on va à gauche, d'accord? Mais par défaut, moveX est égal à 0. Par défaut, on ne bouge pas, d'accord? Maintenant, je vais créer autre chose, c'est que je vais créer une machine à état, d'accord? Si jamais vous ne savez pas ce qu'est une machine à état, je vous mets un lien vers la vidéo où je parle des machines à état. On va en refaire une plus complexe ici, d'accord? Mais si vous voulez revoir les bases, c'est pas plus mal. Pour l'instant, on va avoir simplement 2 états pour notre joueur, qui seront les états idle et run, d'accord? On sera simplement en train de courir ou immobile. Donc, je crée une énumération. J'énume les states et on va avoir idle et run. Et par défaut, on va créer une variable state, hop, je l'ai chargée, et qui sera égale à idle. Voilà. Donc par défaut, notre personnage est immobile. Il a une variable moveX à 0, d'accord? On lui a juste setup une move speed qui est de 4, d'accord? Maintenant, on va récupérer des inputs flèche gauche, flèche droite dans les variables, et c'est à partir de là qu'on va calculer un moveX, d'accord? Donc dans l'étape ici, les inputs, on va créer 2 variables, donc une variable input left qui sera égale à keyboard check et donc vk left, d'accord? On peut donc stocker, ça je dis ça pour les débutants, on peut stocker
dans une variable les résultats d'une fonction, d'accord? Une fonction, en général, retourne une valeur. Ici, par exemple, dans keyboard check, elle va vérifier une touche, et si j'appuie sur cette touche, elle renvoie une valeur, qui sera soit vrai, soit faux, true ou false, ou alors 0 ou 1, d'accord? Là, c'est du binaire, donc c'est vrai ou faux, est-ce qu'on appuie sur la touche ou pas? Donc, en fonction de si j'appuie sur la touche VK left, input left sera égal à 0 ou 1, sera égal à true ou false, ok? Et on va faire pareil pour VK right. Et donc, cette valeur de 0 ou 1, on va pouvoir la modifier, ok? Elle va pouvoir nous servir de multiplicateur pour savoir si on bouge ou pas. Dans un premier temps, on va s'en servir pour définir dans quelle direction on bouge. On va définir une valeur de 1 ou moins 1, parce que comme je vous ai dit, si jamais on fait moins 1 en x, on va vers la gauche. Si jamais on fait plus 1 en x, on va vers la droite, d'accord? Donc on va se servir de ces deux valeurs qui seront égales à 0 ou 1 en fonction de si on appuie sur les flèches pour avoir une direction. Donc ici, en move direction, on va setup la variable move direction et ce sera égal à input right moins input left. En gros, si j'appuie sur aucune des touches, input left sera égal à 0. J'appuie pas sur VK left. Input right sera égal à 0 parce que j'appuie pas sur VK right. Donc ici, move direction sera égal à 0 moins 0. Ce sera égal à 0. Par contre, si j'appuie sur la touche gauche, ici, ce sera égal à 0, parce que j'appuie pas, mais là, j'appuie. Donc, ce sera égal à 1, là. Donc, 0 moins 1. Donc, move direction sera égal à moins 1. Donc, vers la gauche. Si j'appuie que sur right, par contre, ce sera 1 moins 0. Donc, 1. Donc là, j'irai vers la droite. Et si j'appuie sur les deux, ce sera égal à 0. On ne bouge pas. OK ? Donc maintenant, ça veut dire que si cette variable move direction, elle n'est pas égale à 0, ça veut dire qu'il va falloir bouger. Donc on va passer dans un premier temps de l'état move à l'état run, si jamais on est dans l'état idle, pardon. Ensuite, on checkera les collisions et on fera bouger le personnage. Alors déjà, on va aller vers l'état run, d'accord? Donc là, c'est go to run que je vais mettre, ok? Alors on va dire que si move direction n'est pas égal à 0, donc si tu appuies sur une des deux touches, alors, si l'état est égal à idle, si le personnage est immobile, alors son état est maintenant égal à run, ok? Maintenant, on aura tout un tas d'autres conditions à mettre ici. Là, si je fais cette machine à état, si je mets en place tout ça, ça va nous aider plus tard quand on rajoutera tout un tas de fonctionnalités à notre joueur. On va pouvoir venir les greffer ici à tous ces modules, d'accord? Mais là, pour l'instant, on dit juste que si on appuie sur une touche et que tu es immobile, bah, tu cours. Et après, on va lui dire bah, que si tu cours et que tu n'appuies plus sur les touches, eh ben, tu reviens immobile, ok? Donc là, on va dire return idle. On va dire que si move direction est égal à 0, là j'aurais pu mettre un else ici directement pour continuer directement, mais comme on va avoir, comme je vous disais, tout un tas de conditions différentes, je préfère tout séparer ici, d'accord? Donc si move direction est égal à 0, et si state est égal à run, alors tu me remets l'état en idle, d'accord? State est égal à idle. Ok, maintenant, on va calculer le mouvement. Si jamais on a move direction qui n'est pas égal à 0, on va calculer une variable moveX qu'on ajoutera ensuite à x, d'accord? Donc là, on va dire que move x, il est égal à move direction, donc soit moins 1, soit 1, fois move speed, donc 4, ok? Donc ici, si jamais move direction n'est pas égal à 0, si jamais on appuie sur des touches, on aura soit 4, soit moins 4 en moveX, ok? Donc maintenant qu'on a ce moveX là, on va s'en servir pour vérifier s'il y a une collision à plus moveX, ok? Donc à l'endroit où est notre personnage, ici, s'il doit bouger à moins 4 ici, allez ici, on vérifie s'il y a 4 pixels ici, il y a une collision,
Et s'il y en a une, eh bien, on remet MoveX à 0. Et s'il n'y en a pas, eh bien, on ajoute MoveX à X et on fait avancer le personnage. Okay, donc déjà, on va vérifier une collision. Là, on calculait le mouvement, MoveX. Et là, on va check une collision. Ok, check collision. Alors, c'est avec une fonction placeMeeting. Donc, je vais créer une variable call qui sera la collision. Ok, et cette variable, elle sera égale au retour de la fonction placeMeeting. C'est ça qui vérifie s'il y a un objet à un endroit précis. Quel endroit? Eh bien là, ce sera ma valeur en X, donc l'endroit où je suis, l'objet joueur, plus MoveX, donc soit à plus moins 4, soit à plus 4. Ok, tu vérifies à cet endroit-là, et en Y, ben, la même valeur en Y que moi. Tu vérifies s'il y a un objet collision, d'accord? Et dans ce cas-là, la variable call sera égale à 1. Sinon, ce sera égal à 0, d'accord? Et ça me permet d'utiliser une condition. Je peux dire if call. Et dans ces cas-là, simplement, s'il y a une collision à l'endroit donné où je veux me déplacer, alors, on remet MoveX à 0. Tu check s'il y a un objet collision. S'il y en a un, MoveX est égal à 0. Sinon, il ne se passe rien. On passe à la suite. Ok? Et bien la suite, c'est quoi? On fait le mouvement. Maintenant qu'on a vu si on appuyait sur des touches, maintenant qu'on a calculé la direction, calculé le mouvement, eh bien on ajoute ce mouvement à la valeur en X, la variable X de l'objet, qui est sa position horizontale. Donc make move, ou même moi je mets increment X, et c'est X est égal, alors je pourrais mettre X est égal à X plus MoveX, donc MoveX sera égal à 4 ou moins 4, donc X plus moins 4 sera X moins 4, X moins 4, X plus 4 ce sera X plus 4, etc. Mais on peut l'écrire ici plus simplement, pour ajouter en gros MoveX à 4, je peux tout simplement écrire X est plus égal à MoveX, ok? Alors à partir de là, on devrait avoir un mouvement et des collisions qui se passent correctement. J'appuie sur gauche, ça s'arrête. Droite, ça s'arrête. C'est parfait. Ok. Si j'appuie sur les deux touches, il ne bouge pas. Sur aucune touche, il ne bouge pas. Bon, ben c'est parfait. Maintenant, il peut y avoir un défaut à cette technique. Et il va falloir y remédier pour avoir un jeu parfait pour la suite du développement. Il peut y avoir un défaut. C'est si jamais on a une move speed, ça peut arriver, d'accord, qui ne va pas être un chiffre rond ou qui va être un très grand chiffre. Ça peut arriver quand on va avoir une vitesse de chute ou quelque chose comme ça, d'accord. Je vais tester ici, par exemple, avec une move speed de 17,6. C'est beaucoup trop élevé, mais c'est juste pour les essais. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe si je fais gauche-droite? Mon personnage s'arrête correctement, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il s'arrête si loin du mur? Parce qu'il vérifie, lors de la collision, du check de la collision ici, il vérifie si en X plus 17,6, il y a un mur, objet collision, ok? Et là, effectivement, il y en a un. Donc, le MoveX est remis à 0, et donc il ne bouge pas. Et ça, c'est embêtant, d'accord? Alors là, c'est 17,6, on le voit, c'est énorme, mais peut-être que dans notre jeu, déjà, même à 2 ou 3 de vitesse, ça se voit, d'accord? À 2, non, parce que c'est un multiple de 2 ici, mais quand on fera des sauts, etc., que ce ne sera pas des chiffres ronds, ça se verra. Et quand le personnage va retomber, il pourra retomber et on verra un décalage sous ses pieds. Et c'est pas agréable, d'accord? Donc quand il y a un contrôle de la collision ici, et qu'on arrête le personnage, d'accord, je voudrais avant qu'on ait un bout de code qui nous le recolle au mur, d'accord? Alors déjà, je vais remettre la vitesse ici, à 4. Et ici, à la collision, s'il y a une collision, là, tu me le rends immobile, d'accord. Mais avant de me le rendre immobile, je veux que tu me le colles au mur, d'accord? Alors pour ça, ça va être tant que, donc c'est while, tant que il n'y a pas de placeMeeting, tant qu'il n'y a pas de rencontre avec l'objet en x plus 0,1, donc tant que tu n'es pas à 0,1 près, mais dans la direction où on va, hein, pas un x plus 0,1, ça ira toujours vers la droite.
Donc 0,1 fois move direction. Donc là, tu calcules s'il y a 0,1 pixel près, à gauche ou à droite, il n'y a pas un mur, d'accord? En Y, peu importe la hauteur, là, c'est la même hauteur que le player, ok? Et objet collision. Ok, donc ça veut dire quoi? Et je mets décroché, tout comme une condition if, d'accord? C'est comme if, la condition if simple, sauf que là, c'est tant que, d'accord? Tant que, avec le point d'exclamation ici, ça veut dire non. Donc, tant qu'il n'y a pas de rencontre à 0,1 près sur l'axe X dans la direction où on va d'un objet collision, eh bien, tu vas ajouter 0,1 en X dans la direction. D'accord? Et ça va nous permettre de coller l'objet joueur au mur. Ok? Donc, X est plus égal. Tant que tu ne rencontres pas, tu rajoutes 0,1 à X dans la direction où on allait, d'accord? Et ça va nous permettre de le coller au mur, d'accord? D'ailleurs, là, j'avais remis à 4, mais on va remettre 17,6 comme j'avais mis, parce que ça va nous permettre de tester si cette fois-ci, il se colle bien au mur. Hop, voilà, c'est parfait. Là, c'est au pixel près, ça se colle bien au mur, ok? Donc là, effectivement, 17,6, c'est beaucoup trop, mais... cette méthode, c'est super pour avoir quelque chose au pixel près. Ça, c'est une méthode que j'ai pris, je crois, à Sean Spalding. Je vous conseille, si jamais vous comprenez l'anglais, je vous conseille sa chaîne parce que c'est vraiment super complet, c'est super approfondi. Mais en tous les cas, cette méthode, on s'en servira quand on fera les sauts. C'est d'ailleurs le thème du prochain épisode. Juste avant là, on remet ça sur 4. Et pourquoi est-ce que j'ai fait aussi une machine à état ici? Tout simplement parce qu'on va lier ces deux états, idle et run, à nos deux sprites ici. En une simple action, on va aller ici dans dessiner. D'accord? Et ici, on va setup les sprites. Ok? Setup sprite. Ok. On va utiliser une fonction de switch. On va switch la variable state. Là, ça s'écrit entre crochets. Et on va dire que dans le cas où state est égal à idle, alors tu exécuteras ce code-là. C'est-à-dire que sprite index, donc le sprite qu'il y a dans mon objet player, il est égal à spr mask idle. On l'a appelé. Ok. Et après, il faut écrire break pour bien dire que l'instruction est terminée. Ok. Là, je fais un copier-coller de cette ligne. Et là, par contre, dans le cas où state est égal à run, mon sprite index est égal à spr must run. Ok. Un break. Et donc là, ça va changer automatiquement le sprite de notre joueur. Alors, quand on crée un événement dessiné ici, il faut bien préciser au personnage de dessiner son propre sprite, ok? Draw self. Je lance le jeu en appuyant sur F5. Là, il est en idle, ok? Si j'appuie sur une touche, voilà, vous voyez, c'est parfait. On a bien le bon sprite qui se met. Même 4 c'est peut-être un peu rapide d'ailleurs. Là, je vais mettre 2. Voilà, c'est parfait. Ok? C'est super. Maintenant, on voudrait qu'il se tourne dans le bon sens. Et pour ça, on a toujours notre variable move direction qui va nous servir. Ok? Donc là, en fonction de la touche sur laquelle j'appuie, je voudrais qu'on retourne le sprite. Ok? Alors ça, c'est simple. C'est si jamais tu appuies sur une touche, tu me retournes le sprite ou non. Alors, on va mettre horizontal direction. On va dire que si move direction n'est pas égal à 0, donc si on a une direction, alors image x scale, ça c'est une variable intégrée à notre joueur, à notre objet player, qui à chaque objet d'ailleurs, qui par défaut est égal à 1. On reste à une échelle de l'image à 1. Donc là on peut agrandir, si je dis qu'image x scale est égal à 2, je double la taille de mon image, d'accord? Mais si par contre je fais moins 1, là je la retourne l'image. Donc retourner l'image c'est intéressant. Donc si jamais on a move direction qui est égal à moins 1,
ImageScale est égal à -1. Si MoveDirection est égal à 1, on veut qu'ImageScale soit égal à 1. Donc on met tout simplement ici notre variable MoveDirection. Ok. Et là, normalement, si je lance le jeu en appuyant sur F5, par défaut, c'est à 0, donc il est à droite. Mais si je vais à gauche, voilà, on a le sprite qui se retourne. Et à droite, pareil. Donc là, on a un personnage qui bouge, qui s'anime. On a une collision au pixel près. Et ben c'est parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à sauter par-dessus cet obstacle. D'accord? Et ben c'est le thème de la prochaine vidéo. On va tout de suite apprendre à faire les sauts et les chutes, ainsi que leur animation. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo.